bien? Ça va? Impeccable, et toi? Super. Alors, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce matin, on va traiter le sujet du réengagement des collaborateurs en cette période d'incertitude. Et pour m'accompagner ce matin, j'ai trois intervenants qui sont Maude Balaye, Thomas Cornet et Gaëlle Châtelain-Berry. Je vais laisser Maude se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis Maude et donc je suis la directrice marketing de Witifit, qui est une plateforme qui permet de capter les ressentis des collaborateurs et de piloter la performance collective. Super. Thomas, qu'on a déjà accueilli chez nous, mais qui va se présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ah, c'est gentil, merci. Donc Thomas Cornet, je suis un des deux cofondateurs de la plateforme Witifit, que Maud a excellemment bien présenté, donc j'en rajouterai pas. Et puis Gaël, qui est un habitué de nos webinaires et qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Tout à fait. Je te laisse quand même faire un petit coucou. Coucou, donc je suis Gaël Châtelain-Berry, je suis auteur, conférencier et je squatte les webinaires de myerashline.com régulièrement. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai repris quelques chiffres là, qui sont parus récemment pour montrer un peu l'environnement dans lequel on évolue au niveau des entreprises, au niveau du travail, qu'on soit salarié, RH, manager. Il y a une enquête qui a été menée auprès de 2000 Français là, du 4-8 novembre, qui a été commandée par le gouvernement et notamment le ministère du Travail. Et la ministre du Travail a fait un petit point sur cette enquête jeudi dernier, enquête qui a révélé que 6 salariés sur 10 qui ont télétravaillé souhaitent pouvoir venir au bureau un jour par semaine. Et cette enquête relève également que 4 salariés sur 10 se sentent isolés. Donc, le gouvernement a mis en place, et je tenais à le rappeler, un numéro vert pour les salariés en soutien aux salariés en télétravail. Je vais vous remettre ce numéro parce que ça me semblait important d'avoir cette information pour celles et ceux qui l'auraient raté. Quand je vais y arriver, voilà. Voilà, c'est bon. Et tout le détail ici. Alors, il y a d'autres chiffres qui ont été révélés là, courant novembre, qui ont trait au marché de l'emploi. On va démarrer par ça. Il y a un indicateur qui est intéressant. Il y a au second trimestre, il y a 3 millions de contrats qui ont été signés en moins au second trimestre. Alors là, aujourd'hui, on a des indicateurs un peu inversés. On n'est pas en train de dire il y a X millions de chômeurs de plus. Non. On constate au niveau de l'emploi des indicateurs inversés, c'est-à-dire que pour l'instant, on constate qu'il y a moins de signatures de contrats et il y a aussi une augmentation de diminution du nombre de départs des entreprises. Alors, première question que je vais poser à Gaël dans cette période d'incertitude. La plupart des actualités sont assez anxiogènes. Quel est ton regard sur la situation ? C'est marrant que tu poses cette question parce que je sors d'une conférence avec une autre entreprise où mon regard, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais de plus en plus positif. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un électrochoc effectivement avec le premier confinement. Le deuxième, les entreprises ne sont plus dans cette urgence purement logistique et commencent à se poser les vraies questions du « Ok, mais est-ce qu'on ne profiterait pas de cette période-là pour se transformer positivement pour quand la pandémie sera finie ?» Et se transformer positivement, ça va être la libération de la parole, ça va être une autre organisation, ça va être comment est-ce qu'on intègre le télétravail de façon définitive, parce que très honnêtement, les entreprises qui s'imagineraient pouvoir repasser au zéro télétravail après la pandémie, je pense qu'elles se mettent le doigt dans l'œil, c'est fini. C'est-à-dire qu'on était très en retard sur le télétravail, je pense qu'on va revenir un peu à hauteur. Donc,
Finalement, je suis positif, même si honnêtement, plein de situations sont très compliquées. Puis alors, je peux en parler en tant que conférencier en présentiel. Je ne suis pas vraiment privilégié en tant que tel. Donc, je sais très bien à quel point c'est difficile pour certains secteurs. Et pour autant, je pense qu'on en tirera du bon et que dans les livres d'histoire, on dira au même titre qu'après la Seconde Guerre mondiale, ça a été la naissance de la Sécu et d'un pays plus tourné vers on prend soin de nos concitoyens. Je pense qu'il y aura un avant et un après le monde de l'entreprise après cette pandémie et vers une entreprise plus humaine parce que, et je finirai là-dessus, c'est quand même la première fois de l'histoire de l'économie que l'humain est mis devant l'économique. On est bien d'accord que les enjeux économiques vont revenir bien vite, mais pour autant, on va en garder des traces, j'en suis convaincu. Thomas, de ton côté, toi qui accompagnes des entreprises, hein, et notamment actuellement sur pas mal de projets de transformation, hein, notamment, on en a parlé ensemble, quel est ton constat? Comment les entreprises agissent? Et en quoi la crise a-t-elle modifié leur comportement? Alors, je suis avec des propos différents, je vais être du même avis que Gaël. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, on voit qu'elles ne vivent pas, et les collaborateurs également, ne vivent pas le même confinement. C'est-à-dire que l'effet de surprise qu'il y a eu la première fois n'est plus là. Il y a une sorte d'anticipation qui s'est passée. Et puis, il y a eu quand même, avec tout ce travail qui a été mené par les RH, par les collaborateurs, les managers des entreprises, une certaine forme de prise de recul qui permet de mieux anticiper le second choc. Et pour le coup, moi, j'ai catégorisé ça dans trois niveaux. Le premier, c'est la prise de conscience, et ça fait partie du virage qu'évoquait Gaël, c'est-à-dire que la notion d'écoute est devenue essentielle. Et au même titre qu'on met un numéro vert parce qu'on a des situations diverses et variées et compliquées, le fait de pouvoir écouter ses collaborateurs, qui plus est avec une notion de distanciel à géométrie variable, est devenu fondamental. C'est-à-dire que pour garder le lien, pour s'assurer que ça va bien, mais aussi pour construire, c'est un élément de fond. Les deuxièmes natures d'entreprises qui font aussi partie de nos clients, ce sont celles qui se sont dit, tiens, on a vu un certain nombre de choses se dégager pendant le premier confinement. Ça a entraîné pas mal d'évolutions au niveau position et posture des collaborateurs, position et posture des managers, position et posture des dirigeants. Et bien évidemment du management transverse, et de se dire maintenant, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait intégrer comme petite modification, comme petit élément qui vont nous permettre d'être finalement plus performants ensemble, tenir compte de ces sujets de sens qu'on a vu émerger, tenir compte des sujets, effectivement, comme le disait Gaël, de télétravail, qui ne sont pas une solution à tout, mais qui permettent justement d'intégrer une dimension d'équilibre vie pro vie perso différente et qui faisait partie des attendus. Et donc ces éléments-là, on le voit très, très clairement. Et puis, le troisième groupe, alors là, qui pour moi est un peu en avance, mais qui généralement, il y a toujours des wagons de tête qui tirent ensuite les autres wagons, c'est ceux qui décident de se transformer de fond et sur lequel, au-delà de cette écoute et de ces apprentissages à petits pas, c'est comment aujourd'hui je transforme complètement mon entreprise. Et par notion de complètement, on a aujourd'hui, par exemple, en termes d'annonce, on avait le full remote de Peugeot, qui en fait va passer quasiment sur un 3 jours et demi de télétravail quand c'est possible. En fait, le sujet c'est ça, c'est que bien évidemment ils se sont dit ouais, mais Renault c'est des usines, donc on va pas mettre Peugeot, on va pas mettre les personnes qui sont dans les usines en télétravail. Non, bien sûr que non, parce que la prod doit toujours être en présentiel et en physique. En revanche, toutes les fonctions qui aujourd'hui permettaient de l'intégrer vont rentrer dans une logique de télétravail à hauteur de 3 jours et demi par semaine. Et donc ça, par rapport aux accords de télétravail qui sont en cours de signature et par rapport à une entreprise qui finalement en faisait assez peu, c'est quand même une révolution assez colossale. Il y a celles qui, on en a parlé sur le dernier webinaire, travaillent sur une notion de smart working. Et donc, sous couvert de télétravail, de nouvelles réglementations managériales, de nouveaux parcours collaborateurs, d'expériences collaborateurs, réinvention, réadaptation des locaux, etc., vont redynamiser complètement l'organisation. Et puis, il y a celles qui, tu l'évoquais, hein, il y a des sujets qui sont difficiles, il y a des entreprises qui sont directement touchées. Ces entreprises-là, en fait, elles n'ont pas été
touchées particulièrement par le Covid, elles ont été accélérées par le Covid. Et donc, la situation les a largement propulsées vers si je ne réagis pas, comment je m'en sors? Et là, il y a des transformations de fond, de business model qui s'opèrent. Et la construction d'un nouveau business model aujourd'hui dans un monde digital où on a besoin d'écoute, ça va se passer collectivement. Et donc, ce sujet-là aussi qu'on accompagne, c'est comment je me réinvente en partie sur des business models de fond et je suis capable d'y intégrer dès le début finalement mes collaborateurs pour m'assurer effectivement que cette transformation se passe au mieux. Donc, moi, c'est les 3 enseignements que je vois. Et avec une entreprise telle que la nôtre qui, entre guillemets, ne connaît pas la crise, mais ne connaît pas la crise, pourquoi? Elle ne connaît pas la crise parce qu'on répond justement à ces besoins, à ces demandes qu'ont les entreprises, les collaborateurs, les managers, de pouvoir rentrer dans cette dynamique de construction collective. Gaël, juste pour rebondir, Laurent nous dit quel fait vous permet d'affirmer que l'humain est mis devant l'économie? J'ai vu le commentaire, il me surprend un peu, parce qu'en fait, tout ce qu'on vit aujourd'hui, rien que le fait qu'on soit confiné, montre que l'humain est plus important que l'économique d'un point de vue purement pays. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis dans certains États où très clairement le gouverneur a dit, et parfois leur président a dit, l'économie est plus importante que votre santé, je suis prêt à mourir pour aller travailler. En Europe, majoritairement, enfin pas majoritairement, tous les pays européens ont décidé que l'économique passerait après notre santé. Donc la preuve, on l'a depuis le 17 mars, et c'est patent. Il n'y a pas un dirigeant. Alors malheureusement, on voit que certains groupes, notamment du CAC 40, n'ont pas bien compris le principe du confinement et demandent à leurs salariés de venir. Donc il y a quelques exceptions, et je me permets de rebondir sur un autre commentaire qui disait c'est un peu bisounours que je raconte sur le fait que l'humain passe devant l'économique et qu'il en restera quelque chose. Je vais vous donner un seul exemple et je finirai là-dessus. Imaginez, après la pandémie, vous avez 2 possibilités de poste. Une entreprise qui va vous dire, chez nous, vous avez 2 ou 3 jours de télétravail. Et puis, on a pris conscience que la déconnexion, c'était important. Et une autre entreprise qui va vous dire, chez nous, il n'y a pas de télétravail. Et si je t'envoie un mail à 22h, tu es obligé d'y répondre. L'image employeur de l'une va être bonne, l'autre va avoir des problèmes de recrutement. Et déjà avant la pandémie, notamment les grands groupes avaient du mal à recruter des talents. Je peux vous dire que les entreprises qui n'auront pas compris que le monde de l'entreprise a changé, j'ai hâte de voir ce que sera le marché du recrutement en 2021-2022. Alors Gaël, tu vas garder la parole puisque là je voulais te poser la question qui est un peu le sujet du webinaire. Qui est quelles sont pour toi les clés pour développer ou maintenir l'engagement des collaborateurs en entreprise? En fait, pour moi, il y a 2 clés. La libération de la parole, parler tout le temps. Et la deuxième, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on est dans une période profondément anxiogène où beaucoup de salariés se posent une simple question, c'est est-ce que j'ai un boulot dans 2 mois? C'est aussi basique que ça. On est retombé dans la pyramide de Maslow, c'est est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer dans 2 mois? Et donc, il faut être transparent. Si jamais l'entreprise dans laquelle on est connaît des problèmes, il faut être au courant de ces problèmes. Et il faut être au courant que ces boss sont en train de chercher des solutions, voire ont déjà des solutions. Je connais des entreprises qui ont des plans de développement qui sont excellents et pour autant ne communiquent pas à leurs salariés. Donc, échanger en toute transparence, c'est exactement, je donne toujours cet exemple et j'en suis désolé Christophe, mais du pilote d'avion qui est le patron de l'entreprise. Moi, en tant que passager, j'aime bien, quand il y a des turbulences, que le pilote prenne une voix très très calme et me dise merci de regagner votre place et attachez votre ceinture, nous allons passer des turbulences. Je n'ai pas forcément besoin de savoir, ce que c'est peut-être le pilote d'ailleurs, qu'on va passer dans des turbulences de malade et que ça se trouve, on va tous crever dans 5 minutes. Je n'ai pas envie de le savoir. Lui le sait peut-être, je ne veux pas le savoir. Par contre, j'ai envie d'avoir un pilote qui me parle. Je n'ai pas envie d'un pilote qui ne va rien dire et on va passer dans des turbulences et je me dis mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Et en fait, cette comparaison, ça montre qu'il faut être transparent, donner le juste niveau d'information pour que les gens ne soient pas angoissés et donner le sentiment d'une vraie maîtrise, notamment de ses émotions, parce que c'est comme le pilote d'avion qui prendrait le micro en disant « on va tous mourir, on va tous mourir ». Tout le monde est comme ça. On peut faire le parallèle avec ce qu'on vit en ce moment dans les entreprises. Donc, je pense que transparence et libération de la parole sont pour moi les 2 clés de l'engagement pour que les gens se disent « on peut y aller parce que je sais que j'ai une perspective ». Je vais faire un petit sondage. On avait préparé un petit sondage rapide pour rebondir là, par rapport au télétravail, pour savoir où vous travaillez actuellement. Est-ce que vous êtes à 100% au bureau, à 100% en télétravail? Est-ce que vous alternez bureau et domicile?
Et puis une autre question qui est importante, c'est quel est votre niveau de motivation au travail en ce moment? Alors, on est basique, hein, on a mis normal, pas au top et très bon. Maud, pendant la préparation de ce webinaire, on regardera hein, après les résultats du sondage. Tu as abordé justement la notion de facteur humain et puis je rebondis aussi sur l'exemple de Gaël parce que je crois savoir que Thomas a créé Witifit avec un pilote en fait, ancien pilote, oui. un ancien pilote. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, alors oui, ça va complètement faire le lien avec ce que disait Gaël. En fait, tout ce qui s'appelle facteur humain, en fait, ce sont les émotions et les ressentis qui habitent l'homme et qui vont venir impacter consciemment ou inconsciemment son environnement. Et donc, les facteurs humains ont été justement mis en lumière lors de la conquête spatiale, puis après dans l'aviation, pour anticiper toutes les défaillances humaines. Donc, en fait, là où la partie technique peut être assurée par les machines, les réactions de l'homme à un contexte inconnu, voire extrême, sont beaucoup plus difficilement contrôlables. Donc, c'est pour pouvoir finalement assurer la sécurité et prévenir les accidents que le management des facteurs humains fait même partie désormais des cycles de formation des pilotes. Donc, en fait, les facteurs humains, c'est ce qui distingue la machine de l'homme. Les facteurs humains sont à la fois une source de richesse, quand il s'agit du coup d'intégrer la part émotionnelle et de créer derrière, mais aussi c'est une source de risque puisqu'il conditionne la performance collective. Alors, contrairement au secteur aérien, on est quand même pas mal en retard en entreprise. Alors, on espère qu'effectivement cette crise va être une vraie prise de conscience. En fait, on a plutôt tendance à s'intéresser encore aux chiffres et donc à ces fameux KPI financiers. Pourtant, on peut faire un vrai parallèle. En fait, la logique est la même. Les ressentis des collaborateurs impactent forcément la performance, positivement ou négativement. Et donc, comme le disait Gaël, on avait même avant la crise déjà hein, ces mêmes sujets humains de désengagement, d'absentéisme, de rétention des talents. Et donc, ces sujets sont forcément problématiques pour la performance. Donc, ce qu'on essaye de faire en fait avec Witifit, c'est vraiment de réconcilier à la fois la tête et les jambes, et donc de pouvoir tenir compte de l'émotionnel comme on le fait avec l'opérationnel. Et donc, ça va passer par des choses assez simples. Hein, finalement, c'est parler à ses collaborateurs, leur demander comment ils vont, quelles sont leurs idées, parce que finalement, ce sont bien eux qui sont les mieux placés pour faire bouger les lignes. Ouais, donc on rejoint exactement ce que disait Gaël sur la notion de libérer la parole. Exactement. Alors, rapidement sur ce petit sondage, donc sans surprise, hein, 41% là, des participants. Alors c'est marrant parce que c'est quasiment le même chiffre qu'a annoncé le ministère du Travail jeudi. Donc 41% en télétravail. On a quand même 23% qui alternent bureau et domicile et 10% qui travaillent au bureau. Et puis au niveau de la motivation, pour on va dire, plus de la moitié des participants, 37% normal, 24% pas au top et 12% très bon. Sachant que c'est quand même important d'avoir un peu de visibilité sur la motivation de nos participants qui sont à 95% des professionnels RH. Donc on espère quand même qu'ils sont motivés et engagés actuellement, même si la situation est complexe et qu'eux vivent une période d'incertitude assez forte, puisqu'ils sont sans cesse en train de courir après notamment les décrets qui font écho aux annonces des fois 1 mois, 2 mois plus tard. Donc, c'est pas évident de s'organiser et de mettre tout ça en application. Thomas, pour revenir sur ces facteurs humains et sur l'utilité de la solution Witifit, est-ce que tu peux nous donner un exemple, hein, vraiment un cas concret, nous expliquer comment impliquer les collaborateurs finalement dans les projets du CODIR et les choix de l'entreprise? Alors, ce qui évoquait Maud et ce qui d'ailleurs reprend une des questions qui vient de tomber là, quelle bonne pratique concrète peut-on mettre en place pour manager des collaborateurs, c'est que il est évident qu'aujourd'hui, donner envie, donner confiance, inclure, construire ensemble
monter un collectif, partager, diffuser, communiquer, ça a l'air tout bête et on est loin d'être égaux dans cette capacité à le faire. Ce sont les recettes qui permettent justement de faire en sorte que l'engagement et l'emportement collaborateur dans une dynamique de groupe fonctionne. Et pour pouvoir justement savoir comment une équipe vit ces moments-là, comment aujourd'hui elle le ressent sur différents segments, hein, que ce soit de l'engagement pur, que ce soit de la visibilité, que ce soit de la communication, que ce soit du feedback, etc. Il faut pouvoir le capter. Et aujourd'hui, l'intérêt de la démarche qu'on a montée dans la plateforme, c'est justement de pouvoir capter ces signaux-là qui sont pas si simples que ça à collecter, parce qu'effectivement, il faut pouvoir, et d'une, avoir suffisamment d'éléments, de deux, donner confiance, que la qualité des ressentis ressorte, soit bon. Mais ça, c'est que le premier étage. Parce que, en fait, pour pouvoir ensuite, bien évidemment, embarquer les gens, pour pouvoir leur donner envie, pour pouvoir construire avec eux, il faut pouvoir agir. Et donc, au travers de cette captation, on a renforcé justement la captation par des idées, des propositions, pour permettre ensuite dans la plateforme de piloter l'action. C'est-à-dire que à un mot, il peut y avoir une à N solutions qui vont bien sûr être différentes d'une entreprise à une autre, et la possibilité derrière de pouvoir l'évaluer de manière à vérifier que le test and learn fonctionne. Et donc, c'est en rentrant justement dans cette technique du petit à petit, du étape par étape, dans une lecture qui va se passer de manière très visuelle sur la plateforme, qui permet à la fois de prioriser et de tester les solutions. Et quand on est sur un projet d'envergure de type smart working, refondre d'un business model, etc., si aujourd'hui je suis capable d'y aller progressivement avec mon collectif, en disant aujourd'hui on s'occupe de ça, aujourd'hui on s'occupe de ça, ici on a vu qu'il y a ça et ça, par rapport à des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui vivent au jour le jour les sujets, qui sont à l'écoute des clients, qui sont à l'écoute de vos clients, et qui sont capables de vous dire aujourd'hui, c'est en allant vers ci ou en allant vers ça que derrière on va avoir la bonne solution ou la bonne approche ou les bons produits, là effectivement on a une construction qui va marcher. Aujourd'hui, Witifit, on s'est constitué, on était les premiers en France à le faire, et on s'est constitué sur une vision, sur une intention, et on a construit ça de manière empirique avec un CHU. Depuis, on n'a pas arrêté de le construire avec nos clients. Et on l'a construit avec nos clients et avec nos collaborateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que eux-mêmes, par leur poste, etc., sont à l'écoute. Et c'est ça qui nous a permis petit à petit d'emmener une solution qui est aujourd'hui de plus en plus utilisée. Donc typiquement, rentrer dans une fonction qui va embarquer les gens, qui va leur donner envie, qui va leur permettre de construire, c'est le collectif, c'est l'écoute, c'est la posture managériale et c'est l'inclusion des collaborateurs. Donc concrètement, c'est j'écoute, je prends les idées et je mets en place des plans d'action avec eux et ça me permet de voir si effectivement ça solutionne l'ensemble des problèmes avec les collaborateurs. Alors donne-moi un exemple concret. Alors, un exemple concret qu'on a vu. Par exemple, alors je ne prends pas au hasard, je prends le sujet, par exemple, de la charge de travail. On a constaté, bien évidemment, qu'aujourd'hui, il y avait, on va dire, je vais prendre deux exemples. Des exemples hier et des exemples aujourd'hui. On a constaté que la partie charge de travail était quelque chose d'important dans les entreprises et qu'effectivement, au regard d'un certain nombre d'éléments, on pouvait la réguler. Bon, il se trouve que quand on a eu la pandémie, d'un coup d'un seul, on a mis tout le monde en télétravail. C'était le télétravail effectivement forcé avec nos enfants, etc., etc. Donc ça a été effectivement, c'était une fois de plus à géométrie variable. On était isolé dans un petit appartement, on vivait dans une maison avec jardin, on ne vivait pas de la même manière. En revanche, du retour de l'ensemble des collaborateurs qu'on peut avoir, le télétravail a un effet bénéfique parce que ça a permis de diminuer les interruptions, d'avoir un travail et une disponibilité de meilleure qualité. Et donc, ça a permis effectivement de tenir et de soutenir efficacement la dynamique d'entreprise. Là, aujourd'hui, dans un élément beaucoup plus actuel, on voit la notion du management. Et on a mis par exemple un indicateur en place qui permettait de monitorer justement les plans de reprise et comment ça fonctionnait. Et on l'a mis en place dans une entreprise qui est multiple entité. Eh bien, on a pu voir que globalement,
les métriques sur des composantes d'entreprise, à savoir la sécurité, les moyens, etc., qui sont les mêmes, avaient à peu près les mêmes résultats, même quasiment les mêmes résultats. En revanche, les scores ont complètement augmenté de 1 à 2 points avec toute la partie adaptation à la décision rapide, avec l'agilité du management, avec le soutien et avec les pratiques managériales qui étaient complètement différentes. Et donc, pour le coup, ce groupe-là a vu l'ensemble des résultats et a commencé à complètement diffuser et à traiter ses compétences managériales pour donner le même niveau de capacité aux autres entités du groupe. Donc, alors que je comprenne bien, Thomas, tu soumets un indicateur au collaborateur. Donc, ça veut dire quoi? Tu lui envoies un mini questionnaire, un sondage? Alors, si je fais, alors je prends 30 secondes pour le dire. En fait, dans Witifit, on ne va pas répondre à des questions. On va piloter un indicateur. L'indicateur, ça peut être la satisfaction au travail, ça peut être le niveau de stress, ça peut être un projet de transformation, ça peut être le smart working et ainsi de suite. Et donc, on va demander aux collaborateurs si oui ou non ils sont satisfaits, si oui ou non ils sont stressés, si oui ou non ils adhèrent au projet smart working et ainsi de suite. D'accord? Au projet de refusion, au projet d'intégration, etc. D'accord? Et ensuite, on va constituer cet indicateur de sous-indicateurs. Et donc, on va pouvoir commencer à expliquer de pourquoi on aime ou on n'aime pas tel sujet. Et il y a des éléments qui vont être positifs, d'autres qui vont être négatifs. Et petit à petit, on va redescendre jusqu'à des questions qui vont nous permettre d'identifier, en ayant capté une conséquence, pour pouvoir remonter aux causes et savoir directement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cet indicateur, il est fort ou moins fort. Et donc, directement à la maille d'une équipe, chaque manager, chaque équipe avec son manager va pouvoir trouver ses leviers et va pouvoir justement améliorer la situation et à sa main. Et un des éléments fondamentaux aujourd'hui qu'on voit, c'est redonner du pouvoir décisionnel, du pouvoir d'autonomie et de décision et d'action jusqu'au management de proximité. Parce que c'est eux aujourd'hui qui sont confrontés à cette situation-là et c'est ces mini-collectifs qui font bouger l'entreprise et qui permettent justement de mettre en place des bonnes pratiques. Et donc, entre le ressenti et les idées, hop, je mets tout de suite le plan d'action et je vois s'il fonctionne. Alors, tout ça, bien évidemment, à condition que les salariés adhèrent à la plateforme Witifit. Donc, la question que je vais te poser, c'est quoi le niveau d'engagement moyen aujourd'hui par rapport à ta plateforme sur les entreprises qui l'utilisent? C'est quoi? C'est 50%, 70%? C'est quoi le taux d'adhésion? Je donne un chiffre hier et je donne un chiffre aujourd'hui. Le chiffre hier, on était à peu près à 50%. Aujourd'hui, on avoisine les 60%, c'est-à-dire qu'on a augmenté de 10%. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que grosso modo, l'ensemble de nos acteurs, petit à petit, ont fait progresser leurs équipes et leurs managers dans le fait de pouvoir montrer qu'ils avaient envie de bouger. Et donc ça rentre dans la notion d'engagement, c'est-à-dire que je capte pour agir et donc petit à petit, et je dis bien petit à petit parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait en 2 jours, ça s'est fait semaine après semaine, mois après mois, on a redonné de la confiance, des leviers d'action et des leviers de motivation aux uns et aux autres. Donc aujourd'hui, c'est ça le secret, c'est de se dire j'ai envie de bouger et je vais petit à petit rentrer dans une transformation qui de toute manière va aussi toucher la culture de mon entreprise. Et il faut que j'ai un point de départ. Il faut que je commence par y aller et petit à petit que je me trouve mes leviers et ce à la maille des équipes. Alors Maud ou Thomas, peut-être Maud, comment je suis DRH, je souhaite mettre en place ce type de projet, de solution. Finalement, comment je vais le vendre en interne alors pas à mon codir, parce qu'on part du principe que le codir a adhéré, comment je vends ça à mes managers qui ensuite vont aller faire la promotion de cet outil auprès de leurs collaborateurs? Alors, c'est une vraie question et c'est extrêmement stratégique parce qu'en fait, on voit que les managers, finalement, sont essentiels en fait, dans cette chaîne. C'est-à-dire que si les managers ne sont pas eux-mêmes convaincus de l'intérêt de l'outil, ils ne vont pas l'utiliser et donc derrière, il ne se passera rien et on n'aura pas de taux de participation. Donc en fait, il y a vraiment un objectif qui est d'expliquer très concrètement en fait à quoi sert cet outil et montrer que finalement pour eux ça va être un gain de temps parce que finalement c'est pas facile en fait pour un manager et d'autant plus à distance de voir ce que pensent les collaborateurs, quels sont leurs ressentis, comment ils se positionnent sur les différents sujets. Donc là l'idée c'est pour eux d'avoir finalement une interface
très pratique et toujours donc avec des données en temps réel sur le ressenti de leurs équipes et surtout de pouvoir visualiser les priorités. Donc en fait, c'est un outil qui est vraiment clé en main, qui est là pour les accompagner au quotidien et justement les guider en fait dans les décisions qui là sont pas forcément faciles à prendre puisque on le sait, hein, on est dans ce contexte d'incertitude permanent où finalement on est obligé d'interagir au maximum et d'avancer avec ses équipes. Donc il y a cet objectif-là vraiment d'aller leur expliquer en fait l'utilité et en quoi ils vont pouvoir aller plus vite derrière. Un élément complémentaire par rapport justement, et ça rebondira aussi sur des questions que je vois au fil de l'eau, c'est-à-dire comment ne pas rester superficiel, comment mettre en place des indicateurs et des objectifs en télétravail et ainsi de suite. C'est justement le travail qu'on mène avec le CHU, donc on a un partenaire avec lequel on travaille justement sur ces sujets. Il faut pouvoir créer des indicateurs qui sont opérationnels, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans l'ésotérique, on ne va pas rentrer dans êtes-vous engagé, etc. On va vraiment chercher les sujets qui sont importants pour les collaborateurs et donc pour les managers et donc pour l'entreprise. C'est en étant très pratico-pratique sur des sujets du quotidien que derrière, on va pouvoir effectivement s'assurer de ces éléments-là. Quand on parle par exemple de télétravail, on va parler de moyens, on va parler de visioconférence, on va parler de technique, mais on va parler aussi de communication, comment on tient des réunions, comment est-ce que le management est facilité en termes de collaboration et ainsi de suite. Et ce sont des éléments sur lesquels on va pouvoir, parce que on les a étudiés sociologiquement avec le CHU, qu'on va pouvoir dire aux managers, attention, ici, ici et là, tu as des bons points et ça te permet de soutenir ton équipe. Ici, ici et ici, potentiellement, c'est des points qui sont plus délicats et sur lesquels il va falloir que tu puisses travailler et interagir avec ton équipe de manière à pouvoir avancer et construire une relation différente. Sachant excuse-moi, il y a Fabien qui nous dit donc il faut faire du sur-mesure. Oui. Alors, il y a effectivement, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a une base de travail qu'on constitue, et donc c'est tout le travail qu'on mène en permanence avec le CHU. Et ensuite, on va justement travailler avec chacune de nos entreprises, pour pouvoir voir quel est le sujet qui effectivement a besoin d'être intégré. Typiquement, en termes de personnalisation, on a les sujets de dispositifs. C'est-à-dire que les entreprises ont mis en place plus ou moins de dispositifs au niveau de l'accompagnement du suivi des collaborateurs. C'est un élément qui est fondamental aujourd'hui. Il faut qu'elles puissent évaluer aussi ses retours sur chacun des dispositifs. On a des sujets… Oui. Thomas, je te coupe juste un instant. Gaël, j'ai une question de Laniel qui dit « Nous sommes surchargés d'indicateurs. N'est-ce pas plus efficace de faire de petites réunions très régulières afin de parler et d'avoir du lien, sous-entendu, plutôt que d'utiliser des outils digitaux ?» Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces outils digitaux? Mes chers camarades, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, c'est pas le digital versus le lien. Je pense que c'est un… Moi, je suis très très pro digital. Pour une bonne et simple raison, c'est que je pense que la libération de la parole et le fait de donner la parole, que ce soit par des indicateurs ensuite, in fine, j'allais dire, pardon Thomas et Maud, mais peu importe la forme, tant que les gens peuvent s'exprimer et que les managers peuvent avoir des indicateurs qui leur permettent d'adapter leurs paroles derrière. Mais ça ne va pas être un indicateur qui va changer la boîte. Ce qui va changer la boîte, c'est qu'est-ce que fait le manager de cet indicateur et comment il va transformer ça en parole avec son équipe. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Moi, si j'étais encore en entreprise, enfin, d'une certaine manière, je le suis encore parce que c'est mon entreprise, mais je suis tout seul dedans, donc c'est plus simple pour me parler. Mais j'aurais adoré avoir des indicateurs en temps de crise qui vont me dire faut être attentif à ça et derrière, de transformer ça en parole avec l'équipe et derrière la parole en action parce que faut aussi faire attention à quelque chose que je constate de plus en plus. Il y a des managers qui passent le cap de la parole, mais qui ne vont pas passer le cap de l'action. C'est très bien d'écouter, c'est très bien. Et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs. Ça a commencé à se calmer quand il y a eu des… Alors, c'est pas du tout politique ce que je dis, mais ça a commencé à se calmer le jour où le gouvernement a vraiment écouté et vraiment fait des choses. Ensuite, on peut mettre le degré, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, c'est même pas la question. Dans une crise, c'est l'action qui calme. C'est l'écoute dans un premier temps, l'action. Donc là, avec le numérique, on mesure, ensuite on parle, ensuite on agit. Alors effectivement, mettre en place un outil comme Witifit, ça nécessite de mettre en place les actions qui vont découler de la prise d'indicateurs dont parlait Thomas. Ce n'est pas uniquement un outil qui vient prendre le pouls et
Et l'objectif, c'est vraiment de l'intégrer dans une stratégie globale qui, au final, j'imagine que les clients ensuite ont un vrai plan d'action, ressondent les collaborateurs, je ne sais pas, dans le temps. C'est quoi le niveau, le degré d'utilisation? Tu vas sonder un collaborateur tous les jours, toutes les semaines, en fonction d'un indicateur en particulier? Il y a des moyennes là-dessus? Il y a des choses à respecter? Oui, alors, alors il y avait ce qu'on imaginait, il y avait la littérature et puis il y avait le concret. Euh, et on le dit à chacun de nos clients, et je reprends, et ça corrobore ce que dit Gaël, hein, on reste un outil. C'est-à-dire que aussi puissant, aussi malin, aussi ergonomique ou qui soit, entre guillemets, parce que je suis assez fier de l'outil qu'on a réussi à faire, ça reste un outil. Et si on l'utilise pas, si le management, si les collectifs et si l'entreprise ne l'utilise pas, ça restera un superbe outil sur étagère. Donc, derrière, nous, notre travail en tant qu'éditeur et avec un partenaire scientifique, c'est pas de, alors là, je vais ajuster le propos vis-à-vis de Witifit au propos de Gaël, c'est-à-dire, c'est pas peu importe quel indicateur, c'est-à-dire qu'il faut quand même donner des éléments qui vont guider, puisque c'est un outil de la décision, qui vont aider la prise de décision côté managérial. D'accord ? Derrière, c'est de pouvoir aussi être inclusif, c'est-à-dire que il est hyper important on a fini cette époque de manager héros, il faut pouvoir l'intégrer dans son collectif et qu'il puisse être avec son collectif et donc intégrer justement les ressentis individuels qui vont être anonymisés et la production, l'intelligence du collectif, pareil de manière anonymisée. Et c'est la somme de ces ressentis objectivés et de ces idées qui vont lui permettre de pouvoir prendre avec son collectif. Donc là, ça impose une soft skills, c'est-à-dire un partage, une décision et donc un petit travail en collectif ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait, voilà le bilan, qu'est-ce qu'on en fait, de manière à pouvoir rentrer dans un mouvement itératif. Et donc là, on touche le sujet de la fréquence, qui va être, je suis en mode agile, parce qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont agiles, des départements qui sont agiles, et donc il est important d'avoir du feedback comme ça, régulier, à échéance hebdo ou bi-hebdo. On accompagne justement une entreprise dans sa transformation agile au niveau international. Et donc, la fréquence, elle se fait bien par squad à des niveaux qui vont être complètement plus réguliers et rapides. D'autres ont des besoins plutôt trimestriels. Et donc là, c'est aussi le temps au management. Et donc, entre la captation et l'action, il faut voir qu'est-ce que produit l'action. Et donc, il faut lui laisser quand même un peu de temps de manière à ce que les collaborateurs puissent voir quel est le retour et quel est l'impact de cette action pour pouvoir justement la réévaluer et de se dire, tiens, le bilan est positif ou finalement c'est statu quo ou alors c'est négatif. Et donc ça va être un apprentissage que vont faire justement nos managers, enfin les managers des entreprises, qu'on accompagne sur ce sujet-là pour prendre la bonne temporalité et se donner justement un apprentissage régulier par rapport à ces pratiques. Et un jour, ça va se faire une fois par mois, après ça va se faire une fois tous les 6 mois, et ainsi de suite. Comme c'est on demand et à la demande, à la main des managers, ils ont la main pour pouvoir le faire, ils vont pouvoir justement construire leur rythme. À l'inverse, comme c'est ouvert 24 heures sur 24, si un collaborateur veut s'exprimer, il a la capacité de s'exprimer et le manager a son bilan chaque début de semaine qui lui donne un nouvel état. Et l'entreprise, elle, si elle veut faire 1 à 2 interrogations par an, elle peut le faire. Et ça va nourrir de toute façon, l'ensemble de ces questions va nourrir les positions des uns et des autres. Alors, il y a pas mal de questions. Il y a Lydie qui nous dit de quel KPI parlez-vous, puisqu'effectivement, les KPI d'avant-crise ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Mais comme on l'a dit depuis une vingtaine de minutes, les KPI sont propres à chaque entreprise et finalement à chaque projet d'entreprise, d'après ce que je comprends, Thomas. Oui, on va avoir, par exemple, si on prend les indicateurs qu'on avait créés auparavant, qui étaient la satisfaction au travail, qui, au demeurant, reste tout aussi pertinent, hein, parce que derrière cet indicateur, on l'a travaillé avec le CHU pour grosso modo avoir un peu le Maslow de la QVT. Donc, on va regarder les composantes d'organisation, de reconnaissance, de sens, de valeur, d'ambiance, qui sont justement les facteurs humains qui, de toute manière, c'est inévitable, vous agirez dessus de manière différente, etc., mais vous agirez dessus. Et puis, il y a le côté opérationnel. Donc là, on va rentrer sur, tiens, on met en place du télétravail. Et donc, le télétravail, c'est quoi sociologiquement? C'est juste une nouvelle façon de travailler qui va changer
des façons de communiquer, d'interagir, de produire. Donc, j'ai plus mes équipes sous mes bras et je suis obligé plutôt d'intégrer du management par le delivery. Et donc, vérifier si effectivement par jalon, etc., les choses avancent. Donc, ça, c'est mon rôle de manager ou mon rôle d'équipe de voir si ça progresse bien et de pouvoir rentrer effectivement en contact à ce niveau-là. Et puis après, on va avoir les projets spécifiques. On avait parlé sur le smart working, où le but du jeu, c'est de créer une expérience collaborateur différente, de s'assurer que le télétravail est bien intégré dans toutes les mailles de l'entreprise, quelles que soient les strates managériales et au niveau des équipes, de vérifier qu'il y a une adaptation des locaux, parce que c'est un travail au long cours qui va permettre effectivement de réadapter aussi ces locaux par rapport à ça. Parce que qui dit grosso modo 1, 2, 3 jours de télétravail, vous voyez que derrière, dans la réexploitation des locaux, je peux effectivement les réduire en termes de réduction économique, mais je peux aussi les transformer pour permettre d'avoir beaucoup plus de collectifs, de salles de silence, réadapter aujourd'hui tous ces travails qui se font aujourd'hui en home office, etc., etc., etc. Voilà. Donc là, chacun… Alors, oui, vas-y. Je te coupe, Thomas. J'ai une question excuse-moi, j'ai une question de Catherine qui nous dit la pression sur les managers est énorme. Stop aux managers super-héros. Bon, j'ai pas mal de questions à ce niveau-là. Mais finalement, si on revient au sujet de l'engagement des collaborateurs en période d'incertitude, finalement, les personnes qui sont à même de rassurer les collaborateurs en première ligne, c'est les managers. Est-ce qu'on peut réellement former les managers à gérer l'incertitude? Qu'est-ce que tu en penses, Gaël? Heureusement. Enfin, j'entends beaucoup, les managers ont beaucoup de pression et c'est vrai. Et j'ai été manager pendant plus de 20 ans dans des grands groupes, j'ai géré des très grosses équipes, donc je sais ce dont on parle. Et bien sûr que le manager est entre le marteau et l'enclume, mais j'aime à répéter, et je sais que ça chafouine quelques personnes quand je le dis, quel est le manager à qui on a mis un flingue sur la tempe pour accepter ce métier? Oui, c'est dur d'être manager, bien évidemment. Et ensuite, vous avez des entreprises qui vont mettre une pression de dingue sans donner les moyens, et d'autres entreprises où il va y avoir des moyens. Et justement, donner des indicateurs, c'est un moyen pour être plus professionnel, pour s'enlever de la pression à soi-même. Mais la pression sur les managers est énorme. Et ne serait-ce que, je ne sais pas, la personne qui a fait ce commentaire, mais moi, la plus grosse pression que je ressentais quand j'étais manager, c'est parce que je me sentais responsable des personnes qui étaient en dessous de moi. Je me disais, si je me plante, si je prends des mauvaises décisions, si je ne mets pas en place la bonne chose, les personnes vont être en souffrance, que ce soit pour leur bien-être, que ce soit si je me plante, peut-être que je vais devoir en licencier. Et bien sûr que la pression est énorme, mais ça fait partie du métier. Ensuite, la question, c'est, et là, je pense que les managers doivent être très attentifs à ça pour le deuxième confinement, parce qu'on a vu qu'ils n'ont pas fait attention à ça pour le premier, c'est qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils arrêtent de travailler jusqu'à 22h, qu'ils arrêtent de faire des mails le week-end, le soir, et à un moment, prendre soin de soi, ça permet de faire descendre la pression un petit peu. Mais si ta question, Christophe, c'est est-ce que c'est dur d'être manager? La réponse est oui. Et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? La réponse est également oui. Et je passe mes journées à faire des conférences pour des entreprises pour apprendre à manager à distance, parce que ça s'apprend et ça s'apprend pas. Il n'y a pas besoin d'une formation de 3000 heures. Hein. Il suffit d'avoir quelques trucs. Ouais, déjà, pour rappel, pour avoir été formé en école de commerce au siècle dernier, certes, je t'entends penser, Christophe. Donc, bac plus 5, je crois que j'ai eu 0 heure de management, en gros. Et malheureusement, c'est encore le cas dans beaucoup d'écoles. Donc, ça oui, n'a pas beaucoup changé. Non, mais j'ai fait une enquête là-dessus il n'y a pas très longtemps, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, oui, former les managers, et justement, maintenant que toute la logistique est réglée, enfin, mieux réglée que pour le premier confinement, il faut mettre en place des outils, faut former les managers, il faut prendre le temps de préparer les managers. Un manager ne peut pas s'inventer manager. C'est le manager qui est né manager, j'y crois moyennement. Bien sûr qu'il y en a qui sont plus ou moins talentueux, mais on peut former n'importe quel manager à être correct. Et puis cette notion d'incertitude, une fois de plus, hein, elle n'est pas nouvelle. Je veux dire, effectivement, elle s'est exacerbée ou densifiée parce qu'effectivement, il y a un contexte économique cette fois-ci qui est plus douloureux pour un certain nombre d'entreprises et certains secteurs d'ailleurs plus que d'autres. Mais l'incertitude avec la digitalisation, avec les plans de transfo, avec les fusions, les réorgs en permanence, etc. Une entreprise en moyenne se réorganise tous les deux ans.
avec des chaises musicales, avec des postes qui se regroupent, etc., etc. Donc cette incertitude du manager, elle est là depuis 10-15 ans, elle est là, et puis elle s'accélère. Et Là, Thomas, on voit pardon, vas-y. je me permets de rebondir sur ce que tu dis sur l'incertitude n'est pas née avec le Covid. Je ne sais pas si vous avez écouté les informations ce matin. Boris Johnson vient d'annoncer qu'il interdirait la vente de voitures thermiques en Angleterre en 2030. Imaginez comment doit se sentir un manager dans l'industrie automobile en Angleterre actuellement. C'est terrifiant. Là, on ne lui dit pas ton activité va baisser, on lui dit ton activité va disparaître. Il va devoir gérer, c'est le principe. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans le métier de manager. Si tous les jours c'était la même chose, qu'est-ce qu'on s'emmerderait au final? Bon, là, c'est un peu violent, je vous l'accorde. Ah, mais c'est la transition écologique qui a été amenée par Nicolas Hulot, qui disait en 2040, je ne sais plus quelle est la proportion du parc automobile en France qui serait plus thermique, etc. Mais on est effectivement dans ces transformations-là. Il n'y a pas eu que le digital, effectivement, la voiture est un bon exemple. C'est-à-dire l'industrie automobile qui génère quasiment un emploi sur 10 en France, en emploi indirect. C'est-à-dire que quand on va passer à du véhicule autoguidé ou etc., ça va changer la donne. Hein. Donc cette incertitude, elle existe. Et donc pour le coup, je rejoins Gaël sur un truc, c'est que j'ai fait aussi une école de commerce. Je suis plus jeune que toi, pas de beaucoup. Hein. C'est moche de le rappeler. Mais je pense que globalement, j'ai eu aussi 0 heure de management. Voilà. Mais effectivement, la force d'un manager, c'est d'être à l'écoute et de capter justement ces facteurs humains et comment justement ces collaborateurs interagissent dans ces moments-là de vibration permanente et pour pouvoir construire ensuite avec elles. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui où même par exemple, on travaille, alors je l'évoque, mais on ne travaille pas avec eux. Forestia, qui à un moment donné est un gros fournisseur, travaille effectivement à l'échappement. C'est plus l'avenir de demain, et il va falloir recabler un tiers de l'entreprise sur ce sujet. Et donc, c'est bien collectivement qu'ils vont s'en sortir et qui travaillent justement par rapport à ça. Donc, cette notion d'inclusion collective, de travail et de captation pour aider à faire ça, pour nous, ça semblait essentiel. Et je me permets de rebondir sur un commentaire de Catherine qui disait « ou à former à responsabilité plus fortement les collaborateurs ». J'ai peur de comprendre le commentaire et je pense que c'est le rôle du manager. À un moment, il ne faut pas déresponsabiliser les managers. Une équipe ressemble à son manager. Si on forme bien un manager, la responsabilisation des collaborateurs va suivre. Il ne faut surtout pas former les deux séparément en disant « tu dois être responsable ». Non, si ton manager, c'est une énorme quiche, tu auras beau être responsable, tu ne pourras pas être responsable parce que ton manager est une quiche. Donc, c'est vraiment… on nettoie un escalier par le haut. C'est tout bête à dire, mais on attaque par le COMEX, puis on descend plus dans les strates, et puis ça arrive sur les collaborateurs qui, a priori, devraient être dans un environnement plus sympa qu'avant. Ça, c'est mon côté optimiste. Eh ben, je te donne le même son de cloche, c'est que sur un projet de smart working, la première étape, c'est stop à l'over control. Le premier des trucs, c'est qu'on aura réussi le smart working si on a diminué l'over control. Alors, bon, malgré tout, vous l'avez dit tous les deux, l'incertitude, c'est pas quelque chose de nouveau, mais malgré tout, il faut donner aux salariés il faut rassurer les collaborateurs dans ces différentes périodes, que ce soit avant, pendant la crise, demain. C'est quoi, selon toi, Maud, les bonnes actions pour rassurer les collaborateurs et susciter du réengagement, notamment quand la crise va passer et que les modes de travail seront d'ici là, on va dire, précisés? Alors, je vais répéter certainement un peu ce qui a été dit. C'est vrai finalement, on n'invente rien. Rassurer, c'est avant tout de la communication. Donc, en fait, cette communication, elle ne doit pas s'interrompre. Donc, on a vu lors du premier confinement, finalement, les entreprises ont plutôt bien joué ce rôle-là de communiquer et de rassurer. En fait, là, il faut être plus vigilant parce que c'est un deuxième confinement et finalement, bizarrement, on s'installe quelque part dans une routine, même si ça reste assez étrange. Et donc, il ne faut pas tout interrompre pour autant. Les collaborateurs ne sont pas sereins actuellement, on l'entend, ils le disent. Donc, il faut continuer en tout cas cet effort de communication. Et ce que disait Gaël aussi au début de ce webinaire, la transparence. C'est vrai que la transparence est un élément essentiel.
en fait, c'est pas forcément évident parce que l'entreprise aussi navigue à vue, mais je pense qu'il est essentiel qu'elle partage son projet vraiment d'entreprise pour pouvoir donner du sens aux collaborateurs et les mobiliser. En fait, il faut que ces collaborateurs puissent comprendre le projet pour y adhérer. Et le côté aussi, on parlait de la responsabilité. Je pense qu'il y a cette dimension finalement de co-responsabilité entre collaborateurs et managers dans cette nouvelle organisation. Donc je pense que voilà, ce sont vraiment les éléments clés pour assurer les collaborateurs. Alors, bon, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. J'ai quand même envie d'avoir votre avis sur la place du DRH dans ce processus de surveillance, entre guillemets, de la motivation, de l'engagement des collaborateurs. Thomas, qu'est-ce que tu penses du rôle du DRH dans ce contexte? C'est sympa, de commencer par moi. D'habitude, je commence par Gaël parce qu'il a dit. Je commence par toi parce que j'imagine que le DRH est pilote quelque part par rapport à tes projets. Non, mais bien sûr. Je cherchais comment formuler ma réponse. On a vu que les DRH, bien évidemment, sont sur la scène. Ils sont sous les feux de la rampe et ils sont hyper engagés. Et ils commencent justement à être écoutés, en tout cas plus écoutés. Et pour moi, aujourd'hui, si je devais définir un rôle du DRH, c'est de rebondir sur cette crise-là et d'avoir de l'audace et d'innover. Et de se dire aujourd'hui, il ne faut plus que j'ai peur de certains types de fonctionnement. Il faut que je puisse m'enrichir de tout ce qu'on a vu et de voir quelles sont les bonnes attitudes, les bonnes organisations et les bons moyens à mettre en œuvre dans l'entreprise que je copilote avec mes forces humaines. Et rentrer en interaction justement à géométrie variable. J'aime beaucoup cette notion de géométrie variable parce que ce qui sera vrai à droite ne sera pas vrai à gauche, en haut, en bas et ainsi de suite. Il faut pouvoir s'adapter à sa population, entre guillemets. Et il y a plein de populations dans une entreprise. Ce qui ouvrait une des questions en disant est-ce qu'il va y avoir deux mondes entre ceux qui télétravaillent et ceux qui télétravaillent pas et ainsi de suite. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le rôle du DRH, c'est de rebondir sur ça et d'innover pour intégrer et aider à intégrer les bonnes pratiques de demain. Voilà. Et ça va être, ça sera pas immédiat. Il faut qu'ils l'impulsent et qu'ils redisent et qu'ils redisent et qu'ils redisent encore et encore et encore pour que ça rentre et que ça s'ancre dans l'entreprise. Gaël, tu penses que le DRH doit avoir une posture de coach vis-à-vis des managers? Non. En fait, je suis désolé, mais non, parce que le DRH, déjà, il en a beaucoup sur les épaules. J'avais écrit, d'ailleurs, je crois que c'est pour ton site, une tribune sur les héros du confinement. Je disais que c'était les DRH. Par contre, ils ont des services formation dans les grandes entreprises, en tout cas. Mais ce n'est pas le rôle d'un DRH de former les managers. Par contre, de s'assurer d'aller chercher les bonnes formations pour que les managers soient formés, oui, bien sûr. Mais tous les DRH ne sont pas forcément des bons coachs. Tous les DRH ne sont pas forcément des formateurs. C'est un métier à part entière. C'est comme si tu me posais la question, est-ce que le directeur informatique doit pouvoir développer la nouvelle application de l'entreprise? Non, il doit trouver les bons prestataires pour le faire, ça oui, c'est pas à lui de le faire. Qu'est-ce que tu en penses, Maud? Alors, moi, je trouve qu'en tout cas, effectivement, la fonction DRH est certainement en train d'évoluer fortement. C'est difficile de voir là, parce qu'on est un peu dans cette période d'entre-deux, ce qui va se passer finalement après. Mais en tout cas, c'est plutôt le regard, je pense, que nous, on peut porter en fait sur cette fonction, sur les DRH. Je pense qu'effectivement, il y a eu une vraie prise de conscience de ce que c'était que ce job de DRH, où finalement, on se détache de plus en plus des aspects administratifs et on voit d'autant plus le côté stratégique de cette fonction. Donc j'espère que ça va aller effectivement plus loin et je rejoins Thomas sur le côté audace où je pense que voilà, là on est encore sur une accélération, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, donc il faudrait que ça continue en tout cas dans ce sens. Alors pour que ça continue, justement, ça serait peut-être une bonne idée d'offrir au DRH le dernier livre de Gaël
Merci pour la transition, Maud. Alors, donc nous, Maya Rachlein et Gaël, on offre trois exemplaires. Hein. J'ai mis un lien là. Il vous suffit de télécharger le manifeste du bien-être au travail qui a été publié là ce week-end, et il y aura un tirage au sort qui sera effectué ce vendredi. Gaël, est-ce que tu peux nous parler de ce dernier ouvrage ? C'est probablement le livre le plus compliqué que j'ai eu à écrire, parce que d'habitude, quand j'écris, c'est avec mes mots à moi et c'est ce qui est dans ma tête. Là, c'est un bouquin exhaustif, c'est dans la collection Pour les nuls. Donc, il ne s'agit pas juste des opinions de Gaël Châtelain-Berry, parce que ça, fondamentalement, sur ce sujet, on s'en fout un petit peu. C'est vraiment un bouquin de fond qui reprend l'historique du bien-être au travail, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, le bien-être au travail ne date pas de la création du poste de Chief Happiness Officer. Ça ne date pas de 2008, mais ça date du 19e siècle, même du 18e avec Adam Smith. Et ensuite, c'est un bouquin où on peut aller de chapitre en chapitre, prendre un chapitre. Si on se pose des questions sur la qualité de l'air, il y a un chapitre sur la qualité de l'air. Et oui, passionnant à écrire, je vous le dis. Mais ça va du télétravail, parce que j'ai fini de l'écrire pendant le premier confinement. Donc, j'aime pas le mot de Bible du bien-être, mais c'est quand même très, 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 très complet. Et si tu le permets, Christophe, j'aimerais bien répondre à un commentaire sur les Chief Happiness Officer. Oui, le manager est crucial avec le DRH et le Chief Happiness Officer. Qu'en pensez-vous ? Et écoutez, j'étais très fan et je suis de plus en plus un farouche opposant, en fait, parce que j'ai le sentiment que le Chief Happiness Officer est très présent dans les petites entreprises, va être responsable, et désolé s'il y a des Chief Happiness Officer en ligne, vraiment désolé, mais malheureusement, on leur donne le pouvoir que d'organiser des petits déjeuners, de faire des chouquettes et du baby. Si par contre, comme dans d'autres structures, il a un vrai rôle auprès de la DRH, il a un vrai budget, et qu'au même titre que dans une DRH, il va y avoir un patron ou une patronne de la paye, qu'il y ait un patron ou une patronne du bien-être, ça me semble extrêmement pertinent s'il a des budgets et s'il a du pouvoir, par exemple, de faire comme Volkswagen l'a fait dans un de ses sièges en Allemagne, de dire 17h45, on coupe les serveurs mail. Là, oui, bien entendu, d'avoir un patron ou une patronne du bien-être au travail, ça me semble plus que jamais important. Et je pense que pour se préparer pour la prochaine pandémie qui aura lieu en 2025. Merci Gaël. Non, mais je rebondis sur ce que disait Maud. Je pense qu'on revient, grâce à cette pandémie, au rôle fondamental de la DRH qui n'est pas que de faire des payes, que de faire de la gestion opérationnelle, que de faire de l'administratif, mais de gérer l'humain. Et je pense que dans beaucoup d'entreprises, les DRH se sont vus élargir leur niveau stratégique, agrandir leur niveau stratégique et ont une vraie voix dans les COMEX maintenant. Donc, je trouve ça vraiment bien. Mais sinon, ce bouquin est vachement bien aussi. Tu as raison sur la notion de CHO. Effectivement, tout dépend du positionnement. Et il y a même une question plus large qui se posait, qui était de savoir si cette fonction devait faire partie de la DRH. Donc, il y a pas mal de débats autour de ce nouveau métier et de son positionnement. Est-ce que c'est une fonction RH ? Est-ce que c'est une fonction qui fait partie de la DRH ? Est-ce que c'est le DRH qui doit porter ce rôle ? Donc, c'est effectivement en fonction du positionnement de ce poste dans l'entreprise, ça aura plus ou moins de sens et d'impact. Mais tu sais, Christophe, tout ça n'est qu'un mot finalement, parce que quand tu regardes dans des grands groupes ou des entreprises, il y a déjà depuis très longtemps des responsables QVT, qualité de vie au travail. Moi, je suis désolé, c'est dire Chief Happiness Officer ou responsable QVT. OK, il y en a un des deux qui fait un peu plus hype ou un peu plus chic, mais fondamentalement, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du bien-être au travail. Point. Ensuite, on peut l'appeler Pierre, Paul, Jacques, Chief Happiness, qu'on veut, mais le responsable QVT, qu'on me prouve le contraire, c'est un CHO. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Non, bien sûr. Non, mais on est bien d'accord. Alors, Maud, Thomas, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont apprécié un peu la présentation de ce que peut faire la solution Witifit. Est-ce que vous pouvez laisser un email ou le lien de votre site dans le chat pour que les personnes puissent vous contacter? Avec plaisir. Alors, moi, je m'associe à ton offre, Christophe, et on offre 3 mois d'utilisation de Witifit pour vous aider à démarrer. Voilà. Donc, si vous voulez, vous nous contactez et on en parle. J'ai mis le lien dans le chat. Super. Donc, thomas.cornet@witifit.com et puis. Ça arrive avec le mien. Et puis, vous avez le mail. Super. Gaël, ton prochain webinar ?
C'est sur la prise de... Ah, bah, j'ai un live sur LinkedIn à 17h pour parler du management bienveillant au temps du Covid. Et comme tous les mercredis à 17h, j'ai une webconférence. Tu peux mettre un lien, non, tu peux mettre le lien dans le chat si les gens veulent venir. C'est sur la prise de parole. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment est-ce qu'on prend la parole pendant un visio donc voilà. Et c'est quelqu'un qui m'a demandé, Gaël, ça ne fait pas ton métier de parler, ça serait bien que tu expliques comment on fait. Donc voilà. Ça m'a semblé plein de bon sens. Et par contre, la semaine prochaine, mercredi à 17h, c'est sur le sexisme au quotidien et comment on lutte contre le sexisme au quotidien. Sujet qui me tient très, très, très à cœur. Et qui va être le pendant de ton prochain roman, non? Oui, tout à fait. Et est-ce que tu veux une avant-première? Oui. Le projet de couverture de mon prochain roman, ça n'intéresse que moi, hein, je suis désolé, mais j'en suis très très fier. Donc voilà, je ne sais pas si ça se voit. Non, on peut. Si, ça se voit. Soit un homme, ma fille. Voilà. C'est mon prochain roman sur le sexisme, je suis super content. Donc il sortira un jour, parce qu'il devait sortir en janvier, c'est repoussé a priori en septembre. Donc, bon. J'ai vraiment des métiers pourris, moi. En tout cas, je vous remercie pour votre présence ce matin. Côté Maillard Ashline, on a un webinar demain matin présenté par l'EM Lyon sur le leadership, l'engagement et l'épanouissement. Vous pouvez vous inscrire ici et ça aura lieu à 11h. Écoute, Maud, je te remercie. Merci. Thomas, merci beaucoup. Gaël, merci de ton invitation. Merci également. Et puis, je souhaite un bon appétit à tout le monde et une excellente semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir Salut. à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.